Salut tout le monde, c'est reparti pour la rétrospective What a Cartoon, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais revenir sur quelque chose que j'ai dit dans les deux précédentes vidéos, qui me frustre. En effet, j'aimerais revenir sur ce bon vieux Patrick Ventura, plus particulièrement ces deux cartoons sur Yucky Duck, et ce que j'ai l'impression d'avoir dit sur la direction artistique. Peut-être que certains d'entre vous se souviennent du fait que je me moquais gentiment du décor ultra minimaliste notamment, un peu en mode « Bah, est-ce qu'on peut encore parler d'arrière-plan à ce stade, tout ça ?» Alors je voudrais revenir un peu dessus car ça donne l'impression que je m'en moque parce que c'est minimaliste et que ça laisse sous-entendre qu'il n'y avait pas de budget ou pas d'idée, alors que non, l'animation minimaliste est un style comme un autre, et un style qui a fait plus d'une fois ses preuves par le passé. Recourir à l'animation minimaliste ne veut pas dire qu'on ne sait pas dessiner ou qu'on n'a pas de budget. Le fait que Patrick Ventura alterne entre les styles d'arrière-plan et quelques détails marquant la différence entre ces trois franchises est une indication. Il n'a pas choisi l'arrière-plan minimaliste par flemme ou parce qu'il s'est entouré d'une équipe qui ne sait pas en faire. D'ailleurs, lors des débuts de ce genre d'animation, popularisé par les productions Hanna-Barbera, son usage était justifié par les créateurs par le fait qu'il s'adaptait au format télévisuel et qu'il créait une emphase sur le côté plus dirigé par le dialogue que par le slapstick de leur nouvelle production. Et bien des artistes ont su comment utiliser brillamment cette méthode d'animation, avec pertinence. Les productions UPA ont un vrai charme, et même Chuck Jones s'en est efficacement servi avec le cartoon No Hear This en 1963. Avec cet arrière-plan minimaliste dont l'usage est une astucieuse représentation visuelle de l'expérience sonore que ce cartoon veut faire passer. Donc mon problème avec les cartoons de Yucky Duck en ce qui concerne la direction des décors, c'est pas tant qu'on voit juste trois petits croquis représentant des nuages, des buildings, etc. Non, mon problème c'est que je vois ces arrière-plans et que la plupart du temps je me dis... Et, personnellement, à part l'usage des couleurs, je ne vois pas trop ce que ça apporte d'avoir choisi des décors pareils, et j'ai l'impression que ce serait revenu au même si Ventura avait utilisé des arrière-plans plus détaillés comme avec les George Junior, ou plus expérimentaux comme ceux du cartoon de Sledgehammer au Possum. Je trouve même que ces derniers auraient mieux collé avec le délire proposé par ces deux cartoons. Mais bon voilà, tout ça pour dire que j'ai juste un problème avec le caractère pertinent de cette direction artistique, alors que j'avais l'impression de laisser transparaître le fait que je n'aime pas l'animation minimaliste, et qu'ils ont sorti ça par pure incompétence, alors que c'est faux dans les deux cas. En fait, d'une manière générale, je ne suis pas satisfait de ce que j'ai dit sur les courts-métrages de Patrick Ventura. Je respecte cet homme, il a clairement ses fans, et j'admire ce qu'il a voulu faire. Du cartoon sentant clairement l'influence Tex Avery, doublé d'une volonté de retour au dessin animé sans limite, brutal et déjanté, et du coup, je suis déçu de ne pas accrocher pour une raison ou une autre. Il y a ce côté parodie de cartoon que même certains défenseurs leur trouvent, qui contribue aussi à mon impression de voir quelque chose de très caricatural et répétitif des fois, mais bon, peut-être que le problème c'est juste moi. Tout ça pour dire que si vous aimez ce genre de cartoon déjanté, alors je vous conseille d'y jeter un œil et de vous faire votre propre opinion dessus, et je vous souhaite d'y accrocher autant que je l'aurais aimé, parce que malgré tout ce que j'en ai dit, Ventura est un réalisateur plus intéressant que je ne l'ai laissé croire. Tell us about your cartoon. Yucky Duck is a very hapless character. He tried to please, but no one appreciates it. It's like the world against him. Everything he touches just fouls up. Oh, voilà, maintenant que j'ai rectifié ça, je me sens déjà plus serein. Enfin, jusqu'à la prochaine fois où je trouverai une nouvelle bourde dans une de mes vidéos qui me frustrera et me fera me sentir incompétent, mais bon. Bref, ceci étant dit, reprenons enfin notre rétrospective. Bas de transition qui sert à rien. Commençons avec Mina et le Comte dans Interlude with a Vampire, par Rob Renzetti, futur créateur de Jenny Robot pour Nickelodeon. Et puisqu'on parle de Nickelodeon, peut-être l'avez-vous vu avec la vidéo de Cartoon Télé dont j'avais parlé dans l'épisode précédent, mais Fred Seibert avait retenté l'expérience What a Cartoon en fondant sa propre boîte, Frederator Studios, et en s'associant avec d'autres chaînes les années suivantes, dont Nickelodeon avec les Oh Yeah Cartoon. Même objectif que les What a Cartoon, faire ressortir de nouveaux talents et de nouvelles idées pour des séries au travers de courts-métrages dans la veine de ceux de l'époque. Et Mina et le Comte est la seule idée de série à être apparue à la fois dans What a Cartoon et Oh Yeah Cartoon, ce qui lui a permis d'avoir en tout 6 courts-métrages pour elle, mais hélas sans être devenu sa propre série. Interlude with a Vampire est le seul court-métrage de Mina et le Comte à faire partie des What a Cartoon, et celui-ci est possiblement un de mes préférés jusqu'ici. C'est centré sur un vampire partant à la recherche de jeunes femmes adultes pour en faire ses victimes, mais parce qu'il a commis l'erreur de laisser son assistante s'occuper de son agenda, il se retrouve dans la maison d'une petite fille de 7 ans, Mina. Et celle-ci se prend immédiatement d'affection pour le vampire, voyant en lui son partenaire de jeu et nouveau meilleur ami, au point de refuser de le lâcher.
Le concept me fait un peu penser à Billy et Mandy, aventuriers de l'au-delà, avec une force surnaturelle forcée d'avoir des enfants dans ses pattes, et du coup je me demande si Mina et le Comte étaient une inspiration pour cette série également de Cartoon Network. C'est un concept plutôt simple, avec cette créature supposée terrifiante se retrouvant incapable de gérer un enfant se prenant d'affection pour elle, mais ça fonctionne bien. Même si le vampire se retrouve contraint d'être le partenaire de jeu de la petite fille, il y a une petite alchimie se développant entre eux. Forcément, il y a la limite des 7 minutes, mais leur relation est introduite efficacement et menée de façon tout à fait correcte, avec peut-être des petits indices laissant supposer à quel point le conte finit par se prendre au jeu. Oh no! Not another tea party! We've had 3 tea parties already! 2 sugars, please. Ça se confirme vers la fin, avec le comte qui installe la fillette confortablement dans son lit avant de partir de la maison, alors qu'il est censé se grouiller parce que le soleil est sur le point de se lever. Ça peut paraître un peu convenu, mais je ne pense pas que ce soit gratuit. Un peu plus tôt dans l'épisode, le père monte voir sa fille et découvre le comte se faisant passer pour une peluche, alors qu'il a des doutes sur sa provenance. Et Mina le tire d'affaire en disant que c'est son meilleur ami, avec sa seule réplique de l'épisode, soit dit en passant. Donc j'imagine bien que ça révèle quelque chose par rapport à la personnalité du comte, et je trouve ça bien exécuté. J'aime aussi énormément l'aspect visuel de ce cartoon. Le style employé fait partie de mes préférés parmi cette compilation, jusqu'ici. Ça se marie très bien avec le sujet du cartoon et c'est joliment exécuté. Et je ne parle pas ses réalisations avec ces cartoons, je pense, mais Rob Renzetti sort également des trouvailles intéressantes. Par exemple, toute la séquence de l'introduction des 2 personnages, avec cet effet miroir étant bien éloquent sur ce qui les fait fonctionner. Le cartoon commence avec un plan large extérieur révélant la maison de Mina, précédant un gros plan depuis sa fenêtre alors qu'elle est sur le point de monter se coucher, plan des escaliers où on la voit les monter, puis on la voit dans son lit boire son lait du soir, et s'endormant alors que la caméra, depuis le plafond, zoome sur son visage progressivement endormi. Et quand on passe dès la scène suivante au point de vue du vampire, c'est le chemin inverse. On le voit se réveiller alors que la caméra dézoome dans son cercueil, il boit son café avant de partir à son travail, descend des escaliers avec un chat s'y trouvant également pour le détail, et se terminant par l'ombre du comte depuis la fenêtre, en train de répandre la menace planant autour de ses victimes, puis un plan large de son manoir vu de l'extérieur alors qu'il s'envole. C'est ingénieux et ça fait aussi bien office de lien entre ces 2 personnages avant même leur rencontre que ça montre la différence de leurs univers. Sans parler du jeu avec les ombres, les lumières et les couleurs globalement, avec cette prédominance d'une couleur en particulier en fonction du décor dû à la nuit, c'est de l'excellent travail. Bref, un très bon cartoon, assez drôle, attachant et vraiment bien fichu en termes d'atmosphère et d'animation. Je vous le conseille, d'autant que c'est Mark Hamill qui fait la voix du comte, et vous ne voudriez pas rater Mark Hamill avec un accent de vampire quand même. Your parents must be so proud of such a beautiful, adorable, darling, sweet, precious, aggravating child. On passe à Cow and Chicken, No Smoking par David Face, et avec ça on retourne au court-métrage ayant bien abouti à une série complète, Cow and Chicken donc, ou Cléo et Chico en France. Et je n'ai aucune idée d'à quel point cette série est connue chez les enfants des années 90 de chez nous, mais en ce qui me concerne, c'est la toute première fois que je découvre cette série. Je veux dire, je la connaissais déjà de nom et de par quelques images, notamment grâce au pub Cartoon Network de mes VHS d'enfance, mais c'est la première fois que j'en vois un épisode. Et pour être honnête, je ne sais pas trop quoi dire dessus. Ce qui est sûr, c'est que ça se permet de déployer un univers bien barré, avec ce poulet et cette vache qui sont frères et sœurs, le poulet étant l'aîné, et comme souvent c'est dans une logique de petit aigneux et de grand gentil haineux, et dans ce cartoon, il se retrouve confronté au diable, qui sera récurrent dans la série, qui entraîne Chico en enfer parce que Chico fume. Oui, c'est typiquement le genre d'intrigue qu'on ne verra pas dans une série d'animation tout public aux US ces temps-ci. Mais pour être franc, pour ce que j'en constate avec ce cartoon, je ne suis pas fan de cet univers. Je peux comprendre que ça ait son charme irrévérencieux pour certains, mais me concernant, c'est coup-ci coup-ça. Il y a cet aspect un peu crasseux et grossier dans le style, un peu comme dans Ed, Edd et Eddy, mais là où j'adhère au charme de ce dernier, là bizarrement j'y suis moins réceptif, peut-être parce que c'est couplé avec des personnages qui ne m'intéressent pas. Cela dit, c'est intéressant de voir ces 3 personnages interprétés par le même comédien, Charlie Adler, d'autant qu'il s'en sort particulièrement bien en incarnant 3 personnages radicalement différents. Wanna play Super Cow? No! Oh, come on. Beat it! I tell Mom and Dad you smoke. I don't smoke! Oh, yeah? Hello! It's me, the devil! I stand for all that is bad. Also, I'm naked. Mais celui qui m'amuse le plus, et de loin, c'est cette incarnation du diable, vraiment déjanté, bénéficiant d'une certaine vivacité d'animation, et pouvant passer d'une personnalité à l'autre en un clin d'œil. Je sais pas ce qu'ont les dessinateurs à rendre les incarnations de Satan aussi fun.
Moi je dis qu'ils font partie d'un complot sataniste. Et tout le délire avec le diable tourmentant Chico avec des tortures relatives au fait qu'il fume me font rire aussi, ça me fait penser à un épisode de Futurama avant l'heure. En fait, même si je ne suis pas sensible au personnage, il y a ce côté deux jeunes enfants qui se chamaillent et menacent de se balancer l'un l'autre à leurs parents, ou rappellent les bonnes morales que leur maman leur inculque, mais en version complètement absurde. Don't take him. It's not the right thing to do. And Mom says to stay away from big naked guys. Parents qui ont d'ailleurs une particularité assez ingénieuse par rapport au point de vue adopté par la série et confirmant son aspect déjanté, mais je ne vais pas la spoiler parce que j'aime maintenir les surprises, ceux qui ont vu la série doivent la connaître. Mais dans l'ensemble, je me répète, mais c'est surtout que je ne suis pas complètement réceptif à cet univers, dont j'apprécie pourtant la volonté d'impertinence, et je suis d'ailleurs sûr que ça plaira encore moins à certains qu'à moi. Après, ça a eu ses fans, le court-métrage avait été nommé aux Emmy Awards, et la série a pu être créée grâce à plein de lettres de fans qui voulaient en voir plus, donc bon, à chacun de voir, je suppose. Me concernant, si le reste de la série est dans la veine de ce court-métrage, alors je sens que c'est le genre de série que j'aime plus sur le papier que dans les faits. Cartoon suivant, Boyd and Wim par C. Miles Thompson. On revient à quelque chose de simple, tout en restant dans le cartoon déjanté, avec un duel entre les deux personnages éponymes, un oiseau et un ver de terre, dans une sorte de Bip Bip et Coyote façon trip. Dans ce cartoon, un oiseau prend en stop un ver de terre en plein milieu du désert, mais ce dernier fait se cracher la voiture et les deux personnages errent dans ce désert, jusqu'à ce qu'un Boyd affamé décide de poursuivre Wim pour le manger. Moralité les enfants... éviter les autostoppeurs. Ah, ce que j'aime les cartoons éducatifs. J'aime bien la façon dont Thompson fait progresser leur dynamique en donnant une raison particulière à leur conflit, et qui prend autant son temps qu'un cartoon de 7 minutes lui permet pour ça, avant de passer à la poursuite déjantée. Poursuite qui est comme souvent dans ces cartoons une poursuite continue, au lieu de plusieurs petits gags répartis sur différents espaces temporels, comme dans les Bip Bip et Coyote. Ce que j'aime particulièrement dans ce cartoon, c'est la patte graphique, surtout l'usage malin de la colorimétrie, conférant à Boyd and Wim cet aspect assez psychédélique, collant bien avec le délire hallucinogène poussant Boyd à s'attaquer à Wim. Mais j'apprécie personnellement pas mal ce que C. Miles Thompson insuffle dans ce conflit simple au demeurant. Il y a des idées de mise en scène et d'exécution des gags, et c'est vif sans trop partir dans l'hystérie. Ça a même le gag pot de banane le plus drôle que j'ai vu depuis un moment, aussi incongru que ça puisse paraître, jouant astucieusement avec l'appréhension du moment et la longueur de la scène, au milieu d'une poursuite dans les mines dynamique à souhait au passage. L'interprétation des deux personnages est également un bonus contribuant à leur alchimie déjà plutôt efficace. Here's my chance to make a break to that abandoned mine shaft. Come here, Wim. You're messing up the food chain. Bref, c'est plutôt sympa. Une bonne course-poursuite simple dans le fond mais délirante dans la forme de temps en temps, c'est toujours agréable, surtout quand elle bénéficie d'une palette artistique pareille, ajoutant une plus-value à son ambiance. Le suivant, Geoff dans Help de Bruno Bozzetto. Alors je parle de diversité avec cette compilation de cartoons, mais pour l'instant tous ceux qu'on a vus sont américains, ou alors canadiens dans le cas de Huckling Getaway. Or avec Help, cette fois ce sont les Européens qui sont à l'honneur, avec ce court-métrage produit en Italie, et c'est un très bon court-métrage qui plus est. Encore un court-métrage au concept très simple, propice à du bon humour cartoonesque, avec un chat, qui me fait vraiment penser à Oggy avec une moustache plus touffue, se piquant le doigt pendant qu'il fait de la couture, et allant à l'hôpital en conséquence. What a baby. Sauf que, vous vous en doutez, à l'hôpital on lui fait bien plus de mal que de bien. En fait, dès l'introduction de cet hôpital, on fait bien comprendre que c'est un hôpital de gros sadiques, vu qu'il ne s'ouvre que si Geoff appuie sur l'interrupteur avec son doigt blessé et pas autre chose. Le cartoon est dans la veine de ces cartoons sans dialogue, laissant plus parler l'humour d'autre façon que celle verbale. Le seul mot que vous y entendrez c'est... D'ailleurs, le chat le dit plusieurs fois dans ce cartoon, et à chaque fois c'est exactement à la même intonation, donc m'est avis que l'interprète a été payé pour dire une seule fois le mot, et qu'ils l'ont repassé plusieurs fois ensuite. Les salopards. Encore une fois, j'aime la direction artistique, et je ne sais pas si c'est juste moi, mais je trouve que ça se ressent que c'est une production faite en dehors des États-Unis, malgré toute la variété de styles qu'on a vu jusqu'ici. C'est d'une belle fluidité, et en même temps ça a un trait plutôt entre guillemets simple, mais particulièrement charmant, et qui se distingue une nouvelle fois des autres. Cet hôpital à la fois sadique, loufoque et labyrinthique est très plaisant à visiter, plus pour le spectateur que pour Geoff en tout cas, grâce à la palette d'humour déployée sur un rythme soutenu. Ce qui m'amuse particulièrement, c'est non seulement de voir le personnel de cet hôpital s'assumer sadique, mais aussi de voir à quel point Geoff, finalement, n'a pratiquement aucun contrôle sur la situation. Il passe d'un département médical à l'autre sans rien pouvoir y faire, même la façon dont il se tire de son lit tout enroulé avec du pansement est due à une bourde de 3 assistants. C'est plutôt riche en détails sympas, notamment les médecins de chaque département qui ont le même caractère design à 100%, hormis la couleur, et les mésaventures de ce chat dans cet hôpital sont bien menées et pas mal drôles tout le long, et oh bon sang comment ça a pu passer la censure ça. Dans l'ensemble, l'humour est bon, le timing est bon, le rythme est bon, il y a pas mal d'idées amusantes, et ça parvient à rendre un concept aussi classique particulièrement fun à nouveau. Une nouvelle bonne pioche au sein de cette sélection en somme. On passe à Podunk Possum dans One Step Beyond par Joe Rantia et Elizabeth Stonecipher. C'est centré sur un opossum qui...
Attends, un opossum? Non, pas les opossums, pas encore eux. Ils hantent mes nuits depuis l'autre fois, ils hantent mes nuits. Désolé. Non, bon, heureusement pour moi, cet opossum-là n'est pas aussi agaçant qu'un certain autre. Je disais donc, c'est centré sur un opossum qui s'achète un poulailler en haut d'une colline sinistre, alors que lui et ses poules doivent faire face à un drôle d'énergumène apparemment spectral. Après le slapstick simple mais efficace, on retourne vers quelque chose de particulièrement bizarre. Le pitch a l'air simple dit comme ça, mais dans les faits, c'est autre chose. En fait, avec le début, on croit que ça va être assez différent, car on y voit d'abord l'opossum interagir avec des hommes du gouvernement semblant l'interroger, alors qu'ils sont en fait des aliens. Des aliens au concept fun en soi, vu qu'ils sont visiblement des aliens farceurs qui se font passer pour des hommes du gouvernement juste pour se payer la tronche des terriens qu'ils croisent. Du coup, on croit d'abord que ça va être un délire extraterrien, alors qu'en fait ça va être un délire spectral, avec un homme tiré d'une pub pour du poulet qui harcèle les poules en leur proposant, du poulet, et qui ruine les œufs qu'elles pondent. On passe de l'un à l'autre sans trop savoir comment, et si on ne trouve pas ça trop random, on finit par se douter que c'est lié d'une façon ou d'une autre, pour un twist final téléphoné en conséquence. Et pour une histoire d'extraterrestre, être téléphoné, c'est un comble. En fait, on aurait pu garder cette progression pour partir vers quelque chose de plus global, avec par exemple ce poulailler hanté, ou sujet à de nombreuses apparitions improbables, comme les aliens et les fantômes donc, et pourquoi pas d'autres trucs. Tel quel, je trouve le cartoon un peu bancal dans l'exécution de ses idées. Il n'est pas spécialement divertissant non plus en ce qui me concerne, j'ai trouvé le fantôme plus irritant que drôle, même s'il porte un concept bien propice à l'humour noir, mais malheureusement répétitif. Ce n'est pas aidé par un personnage principal que je trouve personnellement un peu fade, pas spécialement drôle ni vraiment mémorable. Après j'aime bien son caractère un peu ambivalent, il force ses poules à pondre pour avoir les œufs rien que pour lui, mais pas pour se remplir les poches, juste pour se nourrir, et il les défend face à la menace fantôme, sans mauvais jeu de mots. J'aime bien l'idée, mais ce cher opossum ne marque pas vraiment les esprits en dehors de ça. Je me demande juste si une série avait pu aboutir, si ça aurait été seulement sur lui ou bien sur lui et ses poules. Sinon la fin est un peu téléphonée donc, même si elle a une saveur Scooby-Doo-esque assez amusante, mais dans l'ensemble je ne pense pas que ce cartoon ait révélé son plein potentiel. Après c'est plutôt correct, mais par rapport à la plupart des autres c'est quand même assez peu mémorable et assez faiblard quoi. Pay attention, son. Why ain't you buying my chicken? Well, 'cause I don't like chicken. I like eggs. And why are you so mean? 'Cause I'm dead! Et on bouge jusqu'au suivant, le deuxième centré sur les Super Nanas, Crime 101, toujours par Craig McCracken évidemment. Avec ce deuxième court-métrage sur le trio, le style s'affine pour être plus proche de celui de la série télé qui sera officiellement lancée 3 ans plus tard. Le style est plus rond et les contours des personnages plus épais, ça semble confirmer à quel point McCracken tentait de trouver le style définitif dans l'éventualité de voir une série déboucher de ces deux cartoons. La possibilité pour lui d'en faire un deuxième court-métrage lui ayant été donnée par Mike Lazo, le directeur de Cartoon Network de l'époque, ça peut se comprendre. Dans ce cartoon, les filles se retrouvent confrontées au trio de gangsters Amoeba Boys, qui étaient déjà leurs tout premiers adversaires quand elles étaient encore les Whoopas Girls dans le film étudiant de McCracken. Enfin, confrontés et gangsters sont des bien grands mots, car en réalité, ces trois-là sont des petits criminels d'opérette qui veulent se faire remarquer par les super nanas en tant que criminels d'envergure. Mais les filles ne les prennent pas du tout au sérieux, quand bien même ils commettent des crimes aussi horribles que marcher sur la pelouse alors que c'est interdit. Et malheureusement pour eux, ils ne vivent pas dans l'univers de The Owl House. Hey! What? Bref, les filles leur suggèrent, pour devenir de vrais criminels dignes de les affronter, de cambrioler une banque. Sauf qu'ils s'y prennent bien entendu extrêmement mal, et les filles leur montrent alors comment il faut s'y prendre, et elles se prennent tellement bien au jeu qu'elles se font elles-mêmes arrêter pour le vol de la banque. Meet Fuzzy Lumpkins posait les bases de son univers et jouait avec un conflit plutôt simple entre les filles et le méchant du jour. Ici on a une intrigue encore plus orientée humour sur le papier. J'aime comment ça montre la naïveté des filles qui veulent juste faire le bien et aider les autres, même quand ce sont des petits malfrats souhaitant devenir de vrais méchants. Et qui sont tellement à fond dans leur volonté de les aider qu'elles se retrouvent à faire une démonstration les faisant passer pour les vraies méchantes. Cette idée est très drôle tout en rappelant la mentalité de jeunes enfants des filles qui peuvent faire des boulettes, et c'est encore plus drôle en voyant ceux qui veulent devenir les vrais méchants se faire ordonner par les super nanas quand elles jouent le jeu. Le rythme est assez modeste malgré tout, on prend le temps de réintroduire la popularité des héroïnes de Townsville et ce qu'elles combattent pour sauver la ville, avant une introduction détaillée des Amoeba Boys, et je m'attendais à une sorte d'enchaînement de crimes nuls venant d'eux pour essayer de se faire remarquer, mais au final il n'y en a qu'un autre avant que les filles tentent de les aider, dans une partie braquage de banque qui prend judicieusement son temps. Quant à la patte artistique, elle est toujours aussi agréable à l'œil, j'aime particulièrement l'usage des couleurs et des formes, et c'est amusant de voir des designs aussi variés pour les personnages secondaires, même si ça fait parfois un peu bizarre au milieu du style général. Après, même problème que pour Meet Fuzzy Lumpkins, on n'insiste pas beaucoup sur l'alchimie entre les filles, et la répartition de leur temps de parole est encore très inégale. Sérieux, 2 courts-métrages et la pauvre rebelle n'a eu que très peu de dialogue et pratiquement aucune personnalité propre à elle, contrairement aux 2 autres.
c'est triste. Cela dit, en ce qui concerne l'exploitation de son univers, McCracken et son équipe semblent progressivement prendre leurs aises, et y insufflent un potentiel humoristique encore plus poussé. Donc peut-être un chouïa meilleur que le précédent me concernant, même si j'hésite parce qu'il faisait un bon boulot pour nous introduire à l'univers et la formule de la future série. Wind Up Wolf, deuxième et dernier cartoon du programme réalisé par William Hanna, ainsi que son tout dernier cartoon tout court. Contrairement à Hard Luck Duck qui se voulait pas mal cartoon mignon, avec Wind Up Wolf, on revient à du cartoon pure souche sur le bon vieux conflit entre le grand méchant loup et les trois petits cochons. Ici, le loup fabrique un robot pour aller faire le sale boulot à sa place, mais il n'est guère plus doué pour capturer les cochons que son inventeur. Les stratagèmes déployés sont assez classiques, le bélier tronc d'arbre, la fusée, le canon, les ressorts, nous sommes en terrain connu. Terrain connu. C'est un petit cartoon sans prétention et c'est plutôt agréable de revoir l'un des pères de Tom et Jerry revenir à du slapstick pure souche. La comédie est plutôt correcte dans l'ensemble, c'est assez bien exécuté, c'est pas mal du tout en termes d'animation, le timing opère suffisamment bien. Bon, ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est convenablement divertissant une fois que c'est bien mis en place. Bon, comme souvent dans les cartoons opposant le loup et les cochons, ces derniers sont assez insipides et n'ont pas de vraie personnalité à pleinement déployer. Et ces trois cochons sont vraiment interchangeables. Ce sont basiquement les Riri, Fifi et Loulou version porcin. Enfin, les Riri, Fifi et Loulou d'avant le reboot de la bande à Picsou. Mais bon, on n'en demande pas tant non plus puisque le focus est sur le slapstick façon Bibi et Coyote. Non, le vrai problème que j'ai avec ce cartoon, c'est... Pourquoi un robot au final ? Je veux dire, c'est pas le fait d'avoir une intrigue autour d'un robot essayant d'attraper les cochons qui me pose problème, mais plutôt que, en fin de compte, William Hanna ne se serve pas de cette base autant que possible. Pratiquement tous les stratagèmes que le robot déploie pour essayer de les attraper, si ce n'est tous les stratagèmes, auraient très bien pu être exécutés par un grand méchant loup normal. Au final, ça paraît très anecdotique d'avoir utilisé un robot, si ce n'est pour quelques gags se basant autour de lui se démontant, mais c'est à peu près tout. Qu'est-ce que ça change qu'il ait des ressorts, un briquet ou un parachute intégré? Ce sont des gags bien trop classiques pour une base pareille, et je ne peux m'empêcher de penser qu'au final, le coup du robot est un peu cache-misère. Après, pour ce que c'est, ça reste potable, c'est bien au-dessus de Hard Luck Duck, et c'est assez sympa de voir une sorte de boucle bouclée, avec William Hanna revenant au slapstick en guise de chant du cygne. Aussi, ce cartoon a un petit caméo des Jetsons, si je ne m'abuse, sympathique clin d'œil. Mais Wind Up Wolf demeure un cartoon manquant d'originalité derrière son concept, car péchant par son exécution. En somme, ça divertit un peu, mais sans plus. Et c'est dommage qu'un maître du cartoon comme William Hanna finisse par pondre quelques des cartoons les plus décevants de ce projet. L'âge n'étant pas nécessairement une excuse, Chuck Jones ayant réussi à livrer quelques bons cartoons à plus de 80 ans. Mais c'est tout de même charmant de le voir ne pas renoncer au crayon, même octogénaire. L'arrivée de nouveaux artistes prometteurs ne voulant pas forcément dire qu'il faut enterrer les vétérans, et qui peuvent encore avoir leur mot à dire pour aider dans la quête de programmes originaux de qualité. Ça fait encore plus apprécier la variété tant interne qu'externe proposée par What a Cartoon. Say, boss, what do you say we just order out for pizza? Et on termine cette troisième partie de la rétrospective avec Hillbilly Blue, créé par Michael Ryan et réalisé par Butch Hartman. Oui, Butch Hartman est un nom qu'on croise souvent au travers de cette rétrospective en effet. Même si plus souvent en tant qu'autre chose que créateur. Mais il m'est avis qu'il en a tiré quelque chose, puisqu'il reviendra auprès de Seibert pour les Oh Yeah Cartoon de Nickelodeon, où il accouchera du pilote de sa série la plus connue, mais par un son magique. D'autant que Fred Seibert était justement producteur exécutif sur cette série. Comme quoi on pourra dire beaucoup de choses sur Hartman et le critiquer à raison, mais c'était quelqu'un de persévérant il faut croire. Bref, comme son titre l'indique, ce cartoon nous fera suivre des gentilles caricatures de hillbillies. En France on utiliserait le terme pecno, mais c'est assez péjoratif en soi. On y suit l'écrevisse Eustace et son copain, Rat je suppose, nommé Mordecai, non pas lui, partir en road trip pour se rendre en Nouvelle-Orléans, dans un endroit où les écrevisses sont servies de façon royale, traduction approximative pour le double sens de base. Mais si vous l'avez compris, non, je vous rassure, il n'y a aucune surprise à avoir en ce qui concerne la vraie nature de cet endroit. Enfin, je l'espère. Honnêtement, je ne sais pas trop quoi dire sur ce cartoon tant je le trouve banal en fait. Ah si, vu que ça met en vedette des caricatures de hillbillies, on a les accents bien prononcés qui font que comprendre les dialogues ont nécessité une concentration de ouf de mon côté. Et encore, même avec ça, il y a certaines occasions où je suis pas du tout sûr de ce que les personnages sont en train de dire. Comment ? Je vous rassure, les Français n'ont pas été épargnés non plus, on a ce bon vieux chef cuistot au milieu du reste. Je ne sais pas si c'est juste moi, mais j'ai l'impression que le contexte ne sert que pour de l'humour basé sur des stéréotypes. Je veux dire, je n'ai rien contre l'humour se basant sur des stéréotypes, mais là ça ne sert pas grand chose d'autre à côté. Quand bien même les deux personnages principaux ont une alchimie raisonnablement exploitée pour du 7 minutes, ils ne sont guère captivants et forment un duo bien classique. Et donc l'humour peine à se renouveler. On a une caricature d'Elvis qui apparaît plusieurs fois de façon random, je sais pas ce qu'a Butch Hartman avec Elvis Presley, et on a aussi le colonel Sanders parce que je sais pas.
La seule partie se démarquant à mes yeux, c'est la scène où le duo se retrouve à faire de l'autostop. C'est plutôt drôle, et parfois ça m'a même pris à revers, et j'aime particulièrement le fait qu'ils précisent à chaque objet qu'ils utilisent qu'ils l'ont acheté dans un téléachat. C'est subtil, et ça fonctionne. Ceci dit, je veux pas savoir ce qui les avait poussés à acheter cette poupée gonflable. On va dire que c'était dans l'éventualité de se retrouver dans leur situation, je sais pas. Mais bref, tout ça culmine à un climax décevant qui est une bien piètre consolation après avoir traversé un court-métrage aussi peu engageant. Est-ce que c'est mauvais? Non, mais personnellement je l'ai regardé avec un ennui poli, malgré un milieu assez amusant. Et déjà que j'ai dû batailler pour comprendre une bonne partie de ce qu'ils disent, je n'ose imaginer une série complète qui aurait pu en découler. They all promised to love her tender, love her sweet, and never let her go. They do. Et avec cette troisième partie achevée, on a parcouru la moitié du chemin dans la rétrospective. Cette portée est la moins bonne pour l'instant me concernant, mais ça ne veut pas dire que ça ne nous a pas offert quelques bons, voire très bons courts-métrages, et que ce n'était pas intéressant à parcourir. Je vous conseille même de vous faire votre propre point de vue sur ces courts-métrages en allant les voir, même ceux que je n'ai personnellement pas trop aimés, car je pense que chacun peut y trouver son compte vu la variété, en plus de pleinement constater de l'impact que ça a pu laisser sur le futur de Cartoon Network, ainsi que de l'animation télévisuelle en général. Sur ce, merci à vous de continuer à suivre ma rétrospective, j'espère que la vidéo vous aura plu, et on se retrouve lors de la prochaine chronique, ciao!